Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Sitclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, LeRéveilDesFans.com, ainsi que Radio H2O et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette 122e émission dans laquelle nous allons principalement parler des dernières news qui sont tombées sur Rogue One avec, rapidement, on va survoler l'actualité à travers nos différentes catégories sans trop les développer puisque le développement de ces catégories est à nouveau réservé à nos émissions spin-off. Alors, je suis Thomas et je suis rejoint par Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Thomas, bonjour à tous, gros bisous. Tu es enrhumé Sylvain ? Non du tout, c'est ma voix normale ça. D'accord, j'avais eu l'impression que t'avais une drôle de voix, mais non, bon. Alors... non, c'est ça, commence-toi à te foutre de ma gueule. non, j'avais l'impression que du coup, bon... Alors, on va se lancer donc sur déjà un petit What's Up, c'est-à-dire en gros, on va parler un petit peu de notre vie Star Wars depuis la dernière fois, parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, on a eu une petite pause. On notera quand même l'émission de Sébastien en fait sur le guide de survie à Star Wars Célébration qui avait été demandé par quelques auditeurs en fait, et puis on l'a monté, visiblement ça a plutôt plu. Donc n'hésitez pas à la regarder, c'était une de nos émissions dérivées, c'est une émission spéciale. Alors Sylvain, qu'as-tu fait toi dernièrement de Geek Star Wars ? Je suis en train de réfléchir, pas grand chose. Si, j'ai fini le week-end dernier enfin la novélisation de l'épisode 7, mais là de tête, j'ai pas fait grand chose d'autre. Et alors en 2-3 mots la novélisation ? Ouais, j'aime bien, il y a quand même de sacrés, je trouve, de morceaux qui sont pas mal différents par rapport au film, mais ça se lit très facilement, c'est très sympa. Ok. Bon du coup c'est une semaine pauvre alors. C'est même depuis le début, je crois. J'ai beau me creuser la tête, j'ai rien fait de spécial version Star Wars. Très rapidement, moi, concernant mon WhatsApp, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? J'ai lu le roman PKJ, l'arme du Jedi, que j'ai trouvé sympa, même si il ne s'y passe pas grand-chose, puisque Luke cherche un temple, il le trouve, puis à part une petite morale, il y trouve pas grand-chose, et puis forcément, on croise un personnage de l'épisode 7, un personnage qui n'a aucune importance, un petit peu comme Quinlan Vos à l'époque, qui était énormément développé dans l'univers étendu, alors que c'était juste un figurant. Voilà pour ce qui était des romans. Sinon, du coup là je m'apprête, mais j'imagine tout comme toi, à m'acheter un jeu dont on va parler, le Lego Star Wars, qui pointe le bout de son nez. Et donc du coup, il y a une promo qui est annoncé chez Carrefour. Alors c'est pas pour faire de la pub, de toute façon personne nous donne d'argent, mais il sort à Carrefour à 42€ cette semaine, donc jusqu'à jeudi. Donc moi je vais aller me l'acheter jeudi. Voilà, donc autant en profiter. Et dès que la paille tombe, je vais le chercher. Ouais, donc voilà. Et puis sinon, non, c'est pas une grosse semaine Star Wars. Sinon, je continue à nouveau de regarder toujours les The Clone Wars que j'avais pas vu. Donc là, je suis dans la saison 5. Et puis on va bientôt revoir la trilogie là dans laquelle Ahsoka quitte l'ordre, donc je pense que ça va être sympa. Du coup j'avais un peu perdu tout ça, on a revu les épisodes avec les Mandaloriens là, quand la Death Watch reprend le pouvoir sur Mandalore, etc. Et puis j'ai mon gamin qui fait un blog sur Evenpeel dans mon guide Star Wars. Il me montrait tout le temps parce qu'il a un œil crevé, et donc du coup je lui dis écoute, on a regardé la trilogie de la Citadelle. Je sais pas si tu te rappelles, c'était juste avant Mortis dans la saison 3.
dans laquelle... Attends, ton gamin a un œil crevé? Non, dans le... T'as pas compris dans... Tu l'as fait exprès ou pas? Bah oui. Tu te rappelles de ces épisodes-là Oh là, plus du tout. Où Ben Peel se fait flinguer par une espèce de loup, en fait, géant, et il le balance dans la lave, dans un espèce de sarcophage. Et rapidement, bon, parce que du coup, on nous a demandé de... Enfin, notre suprême leader nous a demandé de faire des WhatsApp un peu plus courts. Je vais juste conclure sur le fait que justement à l'époque quand je regardais The Clone Wars, à un moment, moi qui adorais The Clone Wars au début, à un moment quand ça s'était mis à trop sortir de l'univers étendu, je me rappelle que ça m'énervait et que je les regardais plus avec le même entrain. Et en fait, maintenant que du coup il y a cette nouvelle continuité et que ces événements sont officiels et ne contredisent pas des romans ou des comics qui ont été faits, et bien du coup moi j'y prends beaucoup de plaisir à me dire voilà c'est ce qui est vraiment arrivé au personnage. Et donc là on revoyait Tarkin, etc. Et donc du coup il y a pas de je trouve que c'est bien. Et en fait peut-être qu'ils auraient dû nous le dire dès le départ quand ils ont commencé The Clone Wars. Voilà, il va y avoir un nouvel UE qui est canon et l'autre qui n'est plus canon et qui est un genre d'ultimate. Et finalement ça aurait été je pense j'aurais beaucoup plus apprécié encore The Clone Wars que à cause de ces problèmes qu'il y avait entre tel personnage meurt alors qu'il devait pas mourir là, etc., où les Mandaloriens devaient pas être comme ça, ils devaient être comme ça, etc. Voilà, donc du coup je pense The Clone Wars maintenant ça c'est bien mieux depuis, parce que c'était son gros problème à The Clone Wars, c'était le fait que ça contredisait l'UE, mais puisque c'est une nouvelle continuité, du coup ça pose plus vraiment de soucis. Voilà, ma petite réflexion. Donc je vais rappeler rapidement la politique spoiler, c'est une émission non spoiler, sauf que du coup tout ce qui a été annoncé officiellement sur Rogue One, du coup n'est plus considéré comme spoilers, puisque ce ne sont pas des fuites, mais ce sont bien des diffusions officielles de Disney via les médias. Donc du coup, nous allons parler de tous les éléments qui ne sont pas spoilers. Donc la plus récente émission, je vous disais, c'est celle de Sébastien sur le guide de survie pour la célébration. Je vais en profiter rapidement pour remercier nos partenaires Mint Inbox, Star Wars Holonet, SiteClan.net, Planète Star Wars Universe, Le Réveil des Fans, Radio H2O, Génération Star Wars et Science Fiction. Et donc nous allons tout de suite sauter dans l'hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Nous allons commencer donc dans cette section hyperespace par tout d'abord les news films, donc hors le gros volet de Rogue One. Alors la news qu'on a eue récemment, ça a été une interview rapide de McGregor, Ewan McGregor, quant au nouveau Star Wars, et à plusieurs reprises il nous était dit que il avait tendance, alors souvent c'était les médias peut-être qui en rajoutaient un petit peu, qui faisaient de l'appel de pied pour jouer dans un nouveau Star Wars. Il lui a été demandé en gros s'il aimerait revenir dans un nouveau film Star Wars, et il a répondu que lui il aimait bien les films Star Wars, qu'il était content de ce qu'il avait fait, etc. Mais qu'on lui demandait tout le temps s'il voulait jouer dans un autre film, et que lui il disait oui, qu'il en serait très heureux, mais que à aucun moment, parce que du coup certains ont commencé à dire McGregor il est en train de faire comme avait fait Ryan Reynolds pour le film Deadpool, à essayer de forcer les studios à faire le film, et lui il revenait là-dessus en disant non, moi si on me demande d'en faire un nouveau, oui je dirais oui parce que j'aime bien ça, mais je suis pas en train de pousser à ce qu'il y ait un nouveau film, quoi. Voilà, bon c'était juste une petite interview, je sais pas si t'avais vu ça Sylvain. Ouais, j'ai vu. C'est comme d'hab, il suffit qu'un acteur on lui pose une question, on écoute la réponse, mais les gens la comprennent dans le sens qu'ils veulent. Donc, voilà. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Du coup tiens, ça tombe bien, tu nous fais une belle transition sur la manière dont les gens contextualisent ou comprennent les choses. Puisque du coup on peut en parler, c'est quelque chose qui n'est pas spoilers puisque ça a été contredit par Mark Hamill, mais pas non plus confirmé, etc. Donc il y a eu une rumeur comme quoi en fait pendant un moment Luke Skywalker allait mourir dans l'épisode 8, et donc Mark Hamill a annoncé que voilà c'était complètement faux, puisque du coup c'est la réponse qu'il avait fait était complètement contextualisée. En fait il y avait eu une réponse qu'il avait donnée, je termine l'épisode 8 puis je serai au chômage. Et du coup, énormément de fans avaient commencé à dire oui, ça veut dire que Luke va mourir dans l'épisode 8, etc. Et puis, donc du coup, tout était parti sur les rumeurs, les spéculations, etc. Et puis lui, il est revenu dessus en disant non les gars, j'ai juste dit qu'à la fin de l'épisode 8, on lui a demandé s'il pourrait participer à un documentaire, etc. Et il avait dit que du coup, oui, mais qu'une fois qu'il a terminé l'épisode 8, oui, effectivement, je serai au chômage, c'est-à-dire sous-entendu, j'aurai une période de 2 temps, quoi. Il serait disponible pour faire autre chose. Voilà. Mais qu'à aucun moment il sous-entendait que Luke allait mourir dans l'épisode 8, et que
finalement dans l'absolu il pourrait être là dans le 9. Et d'ailleurs moi ça m'emmerderait qu'à chaque épisode ce soit le but ce soit de tuer un mec, enfin surtout un des bah ce serait, t'imagines, alors Han Solo dans le 7, avec quoi, Luke ou Leia dans le 8 et donc le survivant dans le 9. Ah bah si, je trouve que ce serait marrant. Ah non, moi je serais totalement contre parce que ça ferait tellement convenu. Ce serait bien qu'il y ait au moins un des trois. Je dis pas que peut-être Luke ou Leia meurt, mais qu'il y ait au moins un des trois qui reste, parce que sinon ça faisait vraiment, voilà. En gros, c'est chaque film, c'est un hommage à un des personnages. Non, enfin, je suis contre. Je suis plutôt contre. Et puis ce serait marrant justement que Luke, que tout le monde s'attend à le voir mourir à un moment, ce serait bien qu'il survive. Et en plus, Luke Skywalker, enfin Mark Hamill, il est quand même assez jeune. Et puis ils auront peut-être le pognon pour le repayer dans une prochaine trilogie, hein. Qui sait? Oh bah oui. Hein, pognon, il doit pas coûter si cher, hein. C'est pas la voix, le doublage du Joker qui doit non plus faire monter sa cote. Ah bah si, justement. Oh là là. Ah si, tu crois? Sur ce terrain, toi. Il est excellent en doublage. Oui, non mais j'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai juste dit Mark en Hamill termes est de pognon. Un très bon acteur. Ouais, oui, mais est-ce que financièrement, il coûte aussi cher qu'un Harrison Ford, tu vois? Je pense qu'on doit être quand même loin du compte. Je connais pas vraiment les tarifs précisément. À mon avis, il est largement abordable, Mark Hamill. Ouais. Parce qu'il est même, pendant un moment, fut un temps, il disait qu'il allait revenir, tu sais, dans la série The Flash, pour jouer un des méchants là qu'il avait joué dans la première série Flash des années 90. Donc s'ils peuvent se le payer dans une série pour personnage seconde zone, c'est qu'à mon avis, il doit pas être bien cher, quoi. Rapidement, et puis alors du coup, on aura également toujours dans les news films, hein, on aura notre sujet Rogue One. Je détache un seul élément sur Rogue One que je vais évoquer maintenant, sur ces fameuses rumeurs qu'il y a eu comme quoi Rogue One, alors on nous disait carrément que le film, donc du coup le ton n'était pas bon, qu'il allait être retourné à 40%, c'est-à-dire qu'en gros la moitié du film, ça sous-entendait, alors du coup il y a énormément de haters Disney Star Wars, ou même Star Wars tout court, qui se sont mis à déglinguer le film en disant que de toute façon ça allait être massacré, que du coup ils voulaient quelque chose de convenu, enfin je sais pas si tu te rappelles de ces rumeurs, Sylvain. Et oui, comme d'hab, hein, et voilà, donc du coup au début Gareth Edwards avait pas répondu, puis là il est revenu dessus et il a dit attendez les gars, le reshooting c'était prévu depuis le début, ça se passe dans tous les films, ça a toujours fait partie du plan et on est en train de retourner quelques scènes additionnelles, mais c'était de toute façon prévu, et les quelques modifications qu'il y a c'est de l'amélioration, mais c'est pas du changement de film. Ça n'a rien à voir, et donc Gareth Edwards est devenu dessus, et puis il était un petit peu énervé d'ailleurs justement de ces choses-là, et puis en gros la tonalité lui c'était que de toute façon il avait bien conscience que voilà que c'était quelque chose d'important, et puis qu'il voulait vraiment le faire sérieusement. Donc je sais pas ce que t'en as pensé de tout ça. Bon, tu sais, pas grand-chose, hein. C'est toujours qu'on en revient toujours au même truc, mettez-vous dans le crâne une bonne fois pour toutes que quand il y a un tournage, après le dernier jour de tournage, il y a encore des jours de tournage. Ça veut pas forcément dire que le film est à chier, que c'est la panique générale, qu'il faut absolument... Non, t'as toujours... T'as une équipe A, une équipe B, et de temps en temps des équipes C et D dans des tournages de films. Donc le tournage, on peut demander à ce que tel ou tel acteur revienne pour retourner ou pour tourner des scènes supplémentaires. C'est dans leur contrat, c'est dans le planning, vous inquiétez pas, arrêtez d'en faire des pâtes à caisse, quoi. Et puis alors du coup, pour aller jusqu'au bout, même Kathleen Kennedy est venue au secours de son poulain. Et donc elle est venue parler justement des Star Wars Story de manière générale, et donc bon, elle a dit des choses qui sont plutôt intéressantes, en disant que justement, puisque la critique c'était voilà, ils veulent encore le Makou moulé, si tu veux, les spin-offs sur les films de saga, et justement elle est venue là en disant ben non, on est justement sur ces spin-offs en train de proposer quelque chose de différent, avec un style différent, avec plus de liberté justement pour les réalisateurs, qui du coup ne deviennent pas des yes men, à savoir que, enfin, du coup, il y avait quand même, moi j'ai eu quand même l'impression que même Gigi, quand bien même on peut critiquer ce qu'il a voulu faire, il a quand même eu, à mon avis, une certaine autonomie, quoi. Enfin, moi c'est l'impression que j'avais eu, même s'il a fait des choix un petit peu en miroir de l'épisode 4. Et du coup, beaucoup. Dis-moi. Un petit peu beaucoup, mais visiblement, alors du coup on va y revenir, mais on y revient tout le temps, mais visiblement c'était un choix de sa part, hein.
Et je vous invite encore une fois, pour les haters de l'épisode 7, à regarder notre émission qui était sur la négativité relative. Vous pouvez taper dans Google, vous retrouverez justement nos avis qui étaient là, non pas pour dire que c'était parfait, mais pour essayer d'expliquer un petit peu des choix qui avaient pu être faits et le bon choix de certains de certains éléments, quoi. Même si certains pouvaient être répétitifs, une bonne analyse, quoi, je trouvais de ce qu'on avait fait. C'est une de nos meilleures émissions, voilà. Donc n'hésitez pas, ça s'appelle la négativité relative. Et puis du coup elle continue, Kathleen Kennedy, en nous disant que Gareth en plus a choisi une préférence stylistique et une ambiance plus caméra en main, quelque chose de viscéral au cœur de l'action. Donc on a l'impression que ça va vraiment péter, quoi. Alors ça veut pas dire que parce qu'il y aura de l'action ça va être forcément mieux, mais je sais pas, moi je suis quand même plutôt emballé. Et il parle justement également, ça c'est plutôt Gareth Edwards, d'un ton qui se rapprocherait de l'Empire contre-attaque. Bon alors, est-ce qu'ils surfent pas un peu tous sur l'Empire contre-attaque parce que du coup ils savent que c'est le film qui a le plus plu aux fans. Et rapidement, du coup, Kathleen Kennedy, pour nous parler justement de l'identité propre de ces Star Wars Story, nous dit même que ils sont en pleine discussion sur certains éléments qui pourraient les détacher complètement des films, à savoir, et moi ça m'a quelque chose qui a été important pour moi, le texte défilant qui est dispo sur tous les films Star Wars serait peut-être supprimé justement pour les distinguer des films numérotés classiques, de la saga. Donc à voir, moi je sais pas toi Sylvain, moi je suis totalement contre. J'avais pas vu cette news là, mais pourquoi pas, ça peut être l'idée. Après si c'est leur seule idée pour différencier les Star Wars des Star Wars Story, c'est un peu con, mais à voir la fin de l'année quand le film sera sorti ce que ça donne réellement. Moi je sais que je suis plutôt contre. Je me rappelle que quand j'étais allé voir d'ailleurs le The Clone Wars, puisque le pilote en fait de la série The Clone Wars était sorti au cinéma, j'étais allé le voir au ciné et j'avais pas vu mon écran déroulant, mais quelle frustration. Même si je comprends l'idée, je sais pas, moi j'aime bien, et puis ça te pose le contexte. Moi je suis quand même complètement contre. Enfin vraiment ça me piquerait. Donc voilà, on verra ce qu'il en est, quoi. Donc voilà pour ce qui est de l'ensemble de nos news cinéma. Maintenant, on a rapidement quelques news littérature. Je sais pas si tu l'as acheté. On a le Star Wars Insider qui est sorti. Non. Je préfère plus le magazine BD dont on parle dans 30 secondes que l'Insider. Bon, moi du coup, le Star Wars BD je le fais pas parce que je l'ai fait en librairie. Je trouve ça plus joli. Mais le Star Wars Insider, je l'ai encore acheté cette semaine, donc assez sympa, assez complet. Donc n'hésitez pas, allez-y. Il y a toujours les mêmes rubriques et les reviews sont quand même pas mal, quoi. Le Star Wars en BD, donc c'est le 8. Tu l'as acheté? Non, puisqu'il sort mercredi et qu'on enregistre mardi. Ah oui, effectivement. Donc il sort demain, effectivement. Il va reprendre les épisodes Dark Vador 15-16 et Star Wars 14-15. Donc je sais pas où t'en es là, toi, dans. Ah bah non, si, ouais, t'es un petit peu après la librairie. C'est toujours aussi sympa. Comment ça, un petit peu? Non, je ne lis que la librairie, moi. Je connais tu lis que la librairie. Tu lis pas le Star Wars BD alors? Ah si, c'est ça, le Star Wars BD et la librairie. Le Star Wars Comics. Oui, pas le kiosque, pardon, oui. Non, je ne lis que D'accord. Que ça pour le moment, puisque les bouquins en dur, là, ceux qu'on achète dans nos pubs et dans nos albums, pour le moment, ne font que reprendre les 12 premiers, ouais. Les 12 premiers, donc, j'attendrai d'avoir, qui est de la vraie nouveauté par rapport à ce que je lis pour... Alors toujours dans les sorties, on a dans la bibliothèque verte le Star Wars Rebels tome 13 qui s'intitule Un pilote hors pair. Et dans ce petit livre, on va reprendre en fait la novélisation des épisodes 5 et 6 de la saison 2 de Star Wars Rebels. Et alors, ce qui est pas mal et intéressant dans ce bouquin, c'est qu'en fait c'est un roman qui est exclusif à la France, puisque aux États-Unis ils ont arrêté de les sortir, l'équivalent de cette collection, et qu'en fait on a pris des auteurs français pour novéliser en fait les épisodes de Star Wars Rebels, parce que ça se vend bien en France justement. Et donc du coup on l'a que chez nous, quoi. On est les seuls à l'avoir. Pas mal. Donc ça c'est assez rigolo. Et puis sinon, eh bien on a quelques sorties
aux États-Unis, les Star Wars Adventure in Wild Space. Donc on a le numéro 3 et le numéro 4. Donc pour l'instant ils sont pas encore prévus en France. Je me demande même d'ailleurs à revérifier, peut-être nos auditeurs nous confirmeront sur les réseaux sociaux. De mémoire, je me demande si c'est pas des livres du type un livre dont vous êtes le héros. Je sais pas si tu saurais préciser ou pas. Non, je crois pas du tout. Faudrait qu'on ait Danny, Hervé, Henri ou un autre. D'accord, bon, on se renseignera pour la prochaine fois, puis on le reprécisera. Ouais. Alors, toujours dans nos news, maintenant on va passer à la section jeux vidéo. Et donc on a 2 news, Sylvain, dont tu vas nous parler. On a déjà les news sur le Lego Star Wars, avec le nombre de personnages et des visuels de ces personnages qui ont été dévoilés, plus une rumeur d'un mode solo pour Battlefront qui arriverait, c'est-à-dire un mode histoire. Ouais, alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, donc il y a le jeu vidéo Lego Star Wars qui sort demain par rapport à la date d'enregistrement. Donc cet épisode-là est entièrement tourné vers le réveil de la Force. Et là, on a eu un premier visuel d'à peu près de tous les caractères, de tous les personnages, qui seront disponibles dans le jeu. Si vous avez déjà joué à un Lego quelque chose, vous connaissez toujours le principe. On pourra switcher de personnages via des petits terminaux, répartis dans tous les niveaux. Donc là, on en a un peu plus de 200 et d'après l'image, on a quand même pas mal de Stormtroopers. Les nouveaux, on a plein de personnages bien sûr liés au réveil de la Force. On a nos héros principaux, nos méchants principaux. On a aussi pas mal de personnages. Qui sont liés aux autres épisodes. Là de tête, on a un Wampa, on a une Padmé enfant qui est de Naboo, on a un Boba Fett, on a des pilotes en pagaille, on a pas mal de droïdes, et puis des Ewoks aussi, si ma vue ça c'est cool, ça. C'est bonne. Ouais, j'en vois 2 là a priori des Ewoks, et on a un personnage qui serait apparemment J.J. Abrams. Donc on va pouvoir jouer à J.J. Abrams dans Lego Star Wars. Bon, c'est marrant quoi, c'est pas on a beaucoup de personnages secondaires aussi Ouais, il y a toujours en fait dans les Lego, il y a à force de faire de mettre cette possibilité de passer d'un personnage en permanence au fur et à mesure. Bon, dans les Stormtroopers, on va dire qu'il y a que la couleur de l'armure par moment, ou de l'épaulette qui change d'un personnage à l'autre. Et alors, après, à voir aussi s'il y aura des DLC ou autres. J'ai pas tilté. Ouais, puis déjà, on a déjà deux versions. On a la version Gold, tu sais, avec ils t'offrent la figurine de Finn plus des personnages supplémentaires. C'est celle que j'ai. C'est celle que t'as pris, ouais. Ouais. Et il y en a une avec le palais de Jabba the Hutt. Et je me dis que du coup, comme on a vu le Wampa à jouer, d'ailleurs, ce qui à mon avis peut être assez sympa, c'est que tu te retrouves avec un Wampa au milieu de tous les petits Stormtroopers. Je pense qu'il y a moyen de rigoler. Et je me dis peut-être qu'on pourra avoir Jabba the Hutt ou d'autres monstres, ou peut-être un Rancor, parce qu'ils existent en Lego, quoi. Ça pourrait être assez cool, quoi. Ouais, c'est vrai que je crois pas que ce soit super souvent qu'on a des gros monstres dans. À noter qu'on a aussi 2 Itoriens. Tu te demandes la nécessité de mettre un deuxième Itorien, quoi. Alors peut-être qu'il y aura l'Itorien Jedi, tu sais, celui qu'on voit dans je sais pas si tu vois dans les Lego Star Wars, justement Yoda Chronicle. Ouais. C'est celui que personne connaît le nom, quoi. Et puis peut-être un Itorien classique, quoi. Puis on voit plein de robots qu'on voit dans le réveil de la Force. On voit vraiment alors il y en a, on a du mal à les distinguer, et on voit même dans les Ewoks, donc ils ont Wicket, mais il y a même le Grey. Donc du coup je me dis que comme c'est un chaman, peut-être qu'il pourra faire des trucs. Et on voit, tu sais, la grosse tête, le gros alien, tu sais, quand il rentre dans la cantine de Maz Kanata, tu sais, le gros bourrin qui est sur laquelle il y a la nana en cuir. Ouais, celle-là. Et lui, on le voit. Donc à voir aussi quels seront les pouvoirs. À voir aussi quels seront les pouvoirs spéciaux de chacun. De chacun, parce qu'il y a des fois j'ai vraiment du mal à deviner ou à anticiper l'intérêt de tel ou tel personnage. Bon, je pense que le mec fout juste des gros pains, quoi. C'est tout, quoi. Ouais, ça dépend. Il y a souvent, il y a certains. On
des pouvoirs ou des capacités spéciales, des capacités spéciales qui leur permettent de faire telle ou telle action que d'autres peuvent pas faire. Mais tu vois, le gros machin, voilà, à part être un simili Hulk, je vois pas trop ce qu'il peut. Bah c'est un peu ça, oui, de toute façon, hein, c'est comme ça que je le voyais. Donc voilà, moi je suis particulièrement enjoué, quoi, et donc du coup, voilà, moi c'est vivement demain. Ouais, c'est vrai, j'attends, même si les premiers retours des critiques sont un peu mitigés, quoi, pour le moment. Ouais. Est-ce que c'est pas lié justement au fait que c'est un peu, finalement, ils changent le. Enfin, tu vois, c'est dans la vieux soupe. Bah, tu changes l'emballage, voilà. mais c'est toujours un peu le même principe. Toujours pareil, oui. Et puis, est-ce que tu pourrais nous parler du mode histoire de Battlefront ? Ah, bah alors là, oui, je pourrais vous en parler, mais en fait, j'ai pas envie. Non, en fait, il y a une petite rumeur qui veut que certains joueurs, me demandez pas comment ils ont été désignés, auraient accès via une manipulation sur leur jeu à un nouveau menu qui permettrait de présenter le mode solo, enfin un mode solo pour Battlefront. Donc je mets tout au conditionnel parce que moi et ces rumeurs, tant que c'est pas officiel, c'est en tout cas pour ce jeu-là, ça j'y crois jamais. C'est tellement facile d'utiliser Photoshop maintenant. En plus, ce serait un mode solo qui est hors ligne, donc on pourrait jouer à ce jeu-là contrairement au reste du jeu, sans multiplayer, quoi. C'est quand même ce qui manquait, quand même. Enfin, moi. Ouais, c'est ce qui manquait. Après, le coup du menu caché, bon, j'ai toujours un peu de mal à y croire, hein. Des joueurs comme ça qui, par miracle, font, au baba, sur leur manette, trouvent un nouveau menu caché. Bon, en plus, on aurait le choix pour le moment, donc entre deux modes, ce qui aurait donc l'attaque des marcheurs et l'escadron de chasseurs. Bon, en solo, un mode solo sur l'attaque des marcheurs, je sais pas si forcément c'est une très bonne idée finalement vu le mode. Bah écoute, donc, moi, honnêtement avec vous, j'ai beaucoup de mal à croire cette rumeur. J'y croirai quand je le verrai, quoi. Bah moi je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas je suis vraiment chaud, quoi. J'ai vraiment envie qu'on ait un mode histoire, parce que pour l'instant en tout et pour tout j'ai dû y jouer 3 fois un quart d'heure. Donc, après le problème, tu vois, justement de cette rumeur là, un mode solo, moi je veux un mode histoire, que ça me raconte quelque chose. Si c'est pour faire 40 oui. Enfin si c'est juste pour avoir les mêmes maps oui. Et le même contenu qu'on fait en multijoueur, mais jouer tout seul comme un con devant avec des bots, ça ne m'intéresse pas. C'est du mode solo pour les fainéants. Ouais, d'accord. Donc voilà, soyez bien à l'affût. Si jamais l'un de nos auditeurs pouvait vous retrouver ce jeu ou nous donner la manip à faire, en l'occurrence si elle existait vraiment, n'hésitez pas, pareil, à nous faire suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Voilà. Du coup, Sylvain, on passe à notre gros dossier maintenant ? Ouais. Parce qu'on a du boulot là. Hein. Donc, on se lance donc sur Rogue One. Est-ce que tu veux commencer, Sylvain, par lancer les premières choses qui te tiennent à cœur sur Rogue One ? Non, c'est enfin réellement, quasiment, totalement que Papy Vador, il va être. J'allais commencer par celle-là, de toute façon. Ouais. Bon, on y croit, il y aurait quand même eu peu de chance vu le thème, vu le contexte, qui n'apparaissent pas, mais c'était officialisé, c'est bon. Autre chose aussi, qui je pense est vraiment pas mal, c'est que c'est Kathleen Kennedy qui l'a dit, que bien que Dark Vador sera présent dans le film, il sera là, comme elle dit, avec parcimonie, et juste au moment clé. Donc ce qui est bien, pour moi, on va vraiment sentir pour le groupe de rebelles la menace. Ils vont vraiment avoir Dark Vador aux fesses, mais ce sera pas comme dans les films, dans les slasher movies, où Vador sera dans la pièce à côté et pendant 20 minutes il va être enfermé, et juste au moment où la nana décide de retirer son t-shirt, il va ouvrir la porte, quoi. Ce sera la menace pesante sur tout le film. On le verra, mais très peu. Et donc j'espère que ce sera bien rendu, et j'espère qu'il va tous les massacrer. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison. Ouais, non, et puis du coup le fait qu'il soit vraiment en retrait, je trouvais que par exemple dans Star Wars Rebels, au début on le voyait très très peu,
les épisodes où on le voit peu, finalement c'est là où il a le plus de charisme, et les épisodes où il apparaît le plus et où il se bat le plus, c'est là où ça le fait un peu passer pour un con. Enfin, pas pour un con, mais ça lui fait perdre en... moi j'ai trouvé que dans l'épisode pilote de la saison 2, quand il intervient trop et qu'il se bat contre Ezra, pour moi il perdait du coup en charisme, quoi. Donc voilà. Et puis donc du coup que le grand méchant c'est pas vrai, enfin si, c'est toujours Dark Vador, mais celui qu'on va voir en avant c'est Krennic, quoi. Et que du coup on va bien voir qu'en fait, apparemment ils expliquaient ça aussi toujours sur Vador, que on va bien voir que Dark Vador il est là comme si on devait prendre une organisation hiérarchique, lui il a une fonction support en fait, on pourrait dire, au sein d'une entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'il a une fonction transversale. C'est l'assistant dépannage que t'appelles. Oui, mais plus quoi. C'est un petit peu comme un... Alors, j'arrive pas à trouver le terme, mais disons imaginons une organisation pyramidale, d'un point de vue hiérarchique, et lui il est en plus, quoi, mais il est à part, quoi. Et donc on va bien voir que on sent qu'il est présent auprès des impériaux, mais qu'il fait pas partie officiellement de la structure, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est souvent en compétition avec Tarkin, ou même visiblement avec le Brennick, là. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant. Toujours pour continuer rapidement sur Dark Vador, qu'est-ce qu'on a eu ? On sait aussi que c'est la voix de... Zut, j'ai perdu son nom. James Earl Jones. Voilà, qui va reprendre dans la VO la voix de Dark Vador. Ça c'est une très bonne nouvelle. Exactement. Excellente nouvelle même. Bon, moi je regarderai pas en VO, mais ne serait-ce que pour le support original, je trouve ça génial pour les Américains, à savoir qu'il était revenu doubler pour l'épisode 3 aussi, dans la Revanche des Sith. Donc voilà pour l'aspect Papy Vador. Alors, à contrario, justement, puisqu'on va essayer de faire ça selon un espèce de fil conducteur, à contrario de Dark Vador, qui était un personnage qui apparaîtra quand même moins que dans les films principaux, on en a un qui va apparaître plus que dans les précédents films, et c'est Mon Mothma. Puisqu'en fait, finalement, elle apparaissait vite fait dans l'épisode 4 pour remettre une médaille, et un peu dans l'épisode 6 pour annoncer les plans, sur l'étoile noire et non pas l'étoile de la mort. Et on nous dit que justement elle, à l'inverse, donc qui est jouée toujours, on la rappelle, par Geneviève O'Reilly, qu'il avait incarné dans la Revanche des Sith, elle va être beaucoup plus importante puisqu'elle va être là justement pour recruter Jyn Erso, c'est-à-dire Felicity Jones. Ouais, c'est ça, je vois de nom. Et donc ouais, c'est ça. En plus j'ai sa photo sous les yeux. Et donc, piloter en fait les missions secrètes. Et donc du coup, on devrait la voir beaucoup plus. Ça devrait être un personnage bien plus important que dans l'épisode 6. Alors déjà dans l'épisode 6, on la voyait déjà. Donc là, on peut imaginer qu'elle va apparaître au bon moment et qu'elle va être là justement pour apporter un espèce de leadership et donner une cohésion. Donc c'est bien parce que des fois, on avait du mal à voir comment cette rébellion tenait debout, quoi. Donc je sais pas ce que t'en penses, toi, Sylvain. Bon, ouais, j'espère que ça... Après, j'espère non plus que ce sera pas trop politique ou trop que ce soit bien rendu son personnage. Si c'est encore trop des sbroufs et 3 lignes de dialogue tous les 20 minutes. Bon, ce sera plus un caméo qu'autre chose, quoi. Et puis donc du coup pour terminer avec les personnages qu'on retrouvait déjà dans Star Wars, non pas les films mais cette fois-ci, alors ça c'est hyper intéressant, moi j'ai trouvé que c'était presque ma news préférée. À savoir que comme à l'époque Boba Fett qui était sorti du Holiday spécial, d'un dessin animé en fait, était venu dans les films, là on a réussi à prendre un personnage de la série télé The Clone Wars, donc qui est un média qu'on pourrait dire secondaire, pour l'intégrer cette fois-ci dans un film. Alors il s'agit donc de Forest Whitaker et le nom de son personnage ça va être Saw Gerrera. Donc Saw Gerrera, alors moi quand j'avais vu le nom je me rappelais plus qui c'était, et effectivement il était dans un épisode dans The Clone Wars sur la planète Onderon, donc qui déjà était d'une planète de l'UE existant, puisque la planète Onderon apparaissait, je sais pas si tu te rappelles, dans les Tales of the Jedi. Ouais. Donc c'était une planète quand même phare de Star Wars, puisque elle était liée à la Force, au premier Jedi, etc. Et on reprend ce personnage donc qui est qui est un métis, avec plutôt des cheveux frisés. Donc ça correspond tout à fait à Forest Whitaker, mais beaucoup plus jeune. Et comme là on se place 20 ans plus tard, on peut imaginer que du coup le mec ayant déjà une bonne trentaine d'années, là Forest Whitaker a une bonne cinquantaine, donc ça le fait. Et du coup qui a priori était quand même dans les personnages leaders, pour s'opposer à l'Empire.
à l'époque aux séparatistes, on peut très bien imaginer qu'ils reprennent le flambeau contre l'Empire, puisque il a toujours ses idéaux, et c'est un personnage qui a été pas mal développé avant, donc qui a déjà un background, alors c'est-à-dire qu'il est à la fois nouveau et à la fois ancien, et ça je trouve ça génial, et ça montre ce qu'avait dit Kathleen Kennedy sur le lien entre les différents médias. Et c'est pas forcément que les films, et c'est ça qui était bon dans l'ancienne UE, que des fois les romans pouvaient influencer les BD, etc., mais que là même les médias secondaires peuvent influencer les médias primaires. Et on le voit également pour ceux qui ont lu l'émission sur Bloodline, dans laquelle Claudia Gray, quand elle a écrit son bouquin, s'est mis en relation avec Ryan Johnson pour faire des liens de cohérence entre les médias. Là, on sent que les mecs, ils ont vraiment poussé le truc, et donc du coup, je sais pas si vous vous rappelez, il avait été d'ailleurs aidé par Ahsoka et puis Anakin, etc. Et ce lien, il a été révélé dans la petite émission qui s'appelle le Star Wars Show, qui souvent est décrié parce qu'on n'apprend pas grand chose. Et pour une fois, ils nous ont envoyé du pâté. Et après, moi, je suis dubitatif sur cette annonce, parce que le personnage de base de Saw Gerrera m'avait pas spécialement tapé dans l'œil ni marqué. Puis moi perso, je trouve qu'il ne ressemble absolument pas, même de près ou de loin. Non mais c'est les lentilles ça. Alors justement, on va en parler, mais ouais, mais honnêtement, pour moi, je trouve que ça fait vraiment putain, il faut c'est avec les scénaristes ou les mecs se disent putain, il faut absolument on avait promis déjà qu'on aurait des personnages de Rebels dans l'épisode 7. On les a pas mis. Il faut vraiment qu'on trouve un mec un peu black à foutre. Donc tu vois, pour moi c'est plus du renommage de perso pour dire ouais tiens on va dire qu'en fait ce mec là joué par Whittaker c'est ce gars là, on va le faire un peu badass, un peu. Et donc je suis dubitatif quant à cette annonce, pardon. Ouais, alors effectivement, je suis d'accord avec toi, ça fait un peu fan service. En même temps, on leur demande de relier tout ça, et je me dis peut-être que le personnage à l'époque, moi j'étais pareil, à l'époque je l'avais trouvé sympa, mais sans plus. C'était peut-être un personnage quelconque, mais est-ce que c'est pas aussi montré que du coup, est-ce que si à l'époque on avait su que ce personnage jouerait dans le Rogue One, ça se trouve on l'aurait kiffé tout de suite. Peut-être qu'il est passé inaperçu justement parce que au moment où on nous le présentait, c'était juste un rebelle, assez présent quand même, mais pas, il avait peut-être pas la puissance qu'il va avoir aujourd'hui, quoi. Et tout dépend de qu'est-ce qu'ils vont en faire, parce que le personnage, on le voit pas encore tel qu'il est. Peut-être qu'il y aura des liens ou pas, ça peut être intéressant. Le truc, c'est que c'est un film, le film n'est pas centré sur lui, il est centré sur d'autres trucs. Donc je vois pas comment il pourrait développer sa propre je vais te histoire. Dire comment. En plus, en plus de 2 heures, si c'est en plus de 2 phrases, c'est pour dire oui. Alors à l'époque, je me suis tatané la gueule contre les séparatistes avec Anakin Skywalker qui est devenu Dark Vador. Ouais, youpi, super. Eh ben non, parce que si tu veux, un petit peu comme Bloodline va donner de la contenance à l'épisode 7. Peut-être qu'on va avoir des romans. Là, t'as vu, ils vont sortir un roman, je sais pas si t'as suivi, sur Ahsoka Tano, qui va nous expliquer ce qui s'est passé entre la saison 5 de The Clone Wars et puis la saison 1 de Rebels. On va avoir, tu vois, donc en fait, il faut, ça donne, enfin moi qui suis multimédia dans le sens tous les médias de Star Wars, qui aiment bien justement le fait qu'ils se croisent. Je me dis putain, ça donne un potentiel génial pour nous balancer un roman. Tu vois? Ouais, ce qui me chagrine, c'est que ce mec-là, le Saw Gerrera, il a été créé il y a plusieurs années, avant même le rachat, avant les idées de scénario de Rogue One. Si au moins c'était un personnage de rebelle, je peux me dire que oui, il y a une certaine logique des gars de faire tel perso et de l'amener, de lui créer déjà son background. Mais alors que c'était un mec qui s'opposait toujours à l'impérialisme, que ce soit sous les. Mais il y en a des millions dans Star Wars. Pour moi, c'est simplement du raccrochage de wagon. D'accord. Oui, mais c'est bien. C'est pour faire plaisir aux fans et moi, je suis content, quoi, tu vois.
Et alors, à savoir, mais alors là des fois c'est un peu abusé, que il est même mentionné Saw Gerrera justement dans le roman Bloodline, qui est justement the roman qu'il faut acheter, on vous le répète, enfin qu'il faudra acheter puisqu'il va sortir. Ah oui, et on a appris, tiens j'en profite également, que A New Dawn, donc le roman avec Kanan et Hera, allait sortir début 2017 en France, et que le roman Bloodline, donc je crois que c'est février 2017, et que Bloodline va sortir de mémoire en avril 2017. Donc ça veut dire que les deux romans parmi ceux qu'on attend le plus vont sortir très prochainement en France, puisqu'ils on connaissait pas le planning 2017, et les deux premiers qu'ils ont choisis c'est quand même du très lourd. Voilà, je profite juste pour préciser ça. Et c'est Loïc qui m'avait envoyé cette info. Pour ce qui est de ce personnage Saw Gerrera, ah oui, et donc t'avais mis une critique aussi, Sylvain, sur le fait que il ait les yeux verts et puis que là il a les yeux marrons sur la photo, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un truc qui est vachement ressorti, ça. Bah oui, c'est le premier truc quand même que tu vois un peu qui fait un peu ta tâche. C'est pour ça que je te dis, pour moi c'est du raccrochage aux branches, du rattrapage, du putain il faut qu'on case un personnage des anciennes séries, des anciens bouquins, qui comprend, bah il nous faut un noir puisque c'est Whittaker. Tiens, il y a ce mec là qui est à peu près noir. Et puis basta quoi. Ouais, alors justement, moi ce que j'avais noté c'est que c'était une photo qui est pas forcément une photo définitive dans le film. À savoir que peut-être en post-production, ils vont lui rajouter les yeux verts. Ouais, bon, c'est possible. Ou qu'il a peut-être tourné avec des lentilles. Des lentilles sur le tournage, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Bah ouais. Donc alors j'espère en tout cas qu'ils vont lui mettre ses lentilles, sinon après il faudra nous expliquer pourquoi il a les yeux marrons maintenant. Oh bah c'est la force. Oh, non mais voilà, donc je sais pas, il y aura peut-être une bonne raison, mais sinon c'est que vraiment les mecs ils ont été cons quoi. Ou alors la prochaine fois juste taisez-vous quoi, parce que des blacks avec des yeux verts que perçants à ce point-là, il n'y en a pas beaucoup, donc si c'est la caractéristique du personnage, faut qu'elle revienne quoi, absolument quoi. Voilà pour ce qui est de nos personnages liés. Alors on nous refait un petit coup dans Entertainment Weekly un point sur les différents persos. Donc Jyn Erso, donc qui est jouée par Felicity Jones tout à l'heure. On nous rappelle qu'elle a un passé tumultueux, donc ça c'est Kathleen Kennedy qui nous donne cette information, et qu'elle a été arrêtée par la rébellion et se voit donner une opportunité d'être utile. Et ça pourrait donc du coup compenser sa peine, puisque c'est une survivante, et apparemment c'est une sorte de Jeanne d'Arc dans cette histoire. Donc elle va finir brûlée. Donc voilà, ça répond un peu d'ailleurs, je me rappelle dans une émission, on s'était posé des questions sur elle, pourquoi elle est là, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Bah voilà, on a la réponse. Il y en a pas mal qui ont gueulé comme quoi elle était arrêtée par la rébellion. Moi je trouve que moi le premier non mais alors pourquoi ça me paraît bizarre. Pour moi la rébellion c'est quand même des mecs qui attaquent 2 fois une station spatiale de la taille d'une lune ou d'une planète à 10 vaisseaux. Donc c'est des mecs qui ont pas spécialement des voisins. Pour moi, l'entièreté de la rébellion, elle tient dans la base Echo sur Hoth. Et là, j'ai un peu de mal à, ils auraient le temps et l'effectif pour arrêter des gens. C'est quoi ce bordel? Pour moi, ça correspond pas à l'idée que je m'étais faite de la rébellion. Pour moi, c'est des mecs qui passent de planète en planète, qui vivent tout le temps sous pression de la part de l'Empire et de l'Empire, et je les vois pas pour moi il y a une incohérence entre des mecs qui ont quand même très très peu de moyens et qui ont l'Empire au cul, et au fait de devoir courser quelqu'un et arrêter, parce que je prends ça, ils savaient qui c'était. Ils l'ont cherché et ils l'ont arrêté. Donc ça prend des ressources et du temps. Pour moi, la rébellion n'a ni l'un ni l'autre. Bon, à voir comment ce sera mené. Pour l'instant, ça me choque pas, mais à voir comment ce sera mené. Si c'est bien mené, je pense que ça peut être une idée sympa. Mais effectivement, ça peut être incohérent. J'espère qu'il n'y en aura pas des incohérences. On continue du coup avec Diego Luna, qui est donc le capitaine Cassian Andor. Visiblement, c'est vraiment le perso pragmatique, qui a déjà vécu la guerre, qui a de l'expérience, etc. Donc c'est le perso qu'on voit, ça va être un peu le chef de la troupe. Ce qui me gêne un peu, moi, c'est qu'il fait pas super charismatique, pas super vieux. Voilà, en vétéran, j'aurais plus vu un mec avec un physique un peu plus, je sais pas, il fait un peu tout jeuneau quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais moi là par contre ça me dérange pas plus que ça. Justement, pour moi c'est un mec avec un physique un peu basique et qui se retrouve embarqué dans la bataille contre l'Empire comme
comme beaucoup de gars des rebelles que tu vois dans la trilogie, quoi. À part Anne, Leia et Luke, Akbar et Mon Mothma, il y a aucun rebelle qui fait vraiment tâche, quoi. Alors est-ce que c'est moi qui vieillis, du coup je vois les gens plus jeunes, donc je sais pas. On continue du coup, on a un couple, parce qu'on nous dit qu'ils sont souvent ensemble. On a donc Donnie Yen, qui joue le rôle de Chirrut Îmwe, donc c'est l'aveugle en gros. Alors on dit que c'est un moine guerrier. Alors c'est pas un Jedi, c'est un moine guerrier. Donc par contre il croit fermement à tout ce que les Jedi incarnaient. On pourrait dire un petit peu comme Maz Kanata, qui est pas un Jedi mais qui croit en la Force, ou Max von Sydow dans l'épisode 7. Moi ça me fait penser à ça. Donc du coup on peut imaginer qu'on a des espèces de castes périphériques qui seraient plus ou moins liés à la Force. Et on nous parle même du fait qu'il y aurait des êtres magiques, un petit peu comme les sorcières de Dathomir utilisaient la magie, mais c'est un peu la Force. Voilà, c'est une façon différente de s'en servir. Et puis il est accompagné donc par son ami, on sait que c'est son ami, donc ils vont former un binôme, Yang Wen, donc qui joue Baz Malbus et qui est là pour protéger son ami Chirrut, donc l'aveugle. Il comprend que Chirrut soit centré sur la spiritualité, mais il ne se soutient pas forcément dans cette voie, d'accord. Il le tolère parce que c'est son ami, voilà, mais que dans le fond il y croit pas trop. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur le couple des Chinois? J'avais raison de m'y inquiéter, quoi. Ils ont pris un Chinois qui fait des arts martiaux et qui suit une philosophie, tout ça. Ils en ont pris un autre qui va jouer le bad boy de service, l'espèce de garde du corps. Bon, ils ont pris des Chinois pour faire des arts martiaux et de la spiritualité. Ah voilà. Non, parce que le deuxième, Baz Malbus, justement, lui, c'est pas du tout son truc. Ouais, mais ça va faire. Oui, mais ils l'ont donc pris pour faire un contraste avec l'autre. À chaque fois que l'autre va sortir une phrase philosophique, tu vas voir que ce mec-là va soit en sortir une bien bonne, soit lever les yeux au ciel. Ouais. Bon. En tout cas, moi, je les aime bien ceux-là. J'aime bien leur gueule, surtout le moine guerrier un peu moins, parce que je trouve que ça fait un peu too much. Mais le deuxième, je trouve que le Baz Malbus là, je trouve qu'il a une bonne gueule et lui il me plaît bien. Et lui, je l'aurais plutôt vu en leader de la troupe, quoi. Tu vois, lui j'aime bien sa gueule. Donc voilà. On continue ? Ouais. Et ensuite, on a Riz Ahmed qui joue Body Rook. Donc c'est le pilote en chef de l'escouade de rebelles. Et donc on nous le présente comme un personnage un petit peu speed, qui conduit beaucoup de cargaisons et qui a tendance à être un peu tendu, un peu volatile. Alors moi déjà physiquement j'aime pas du tout sa gueule, il me fait penser à Camaro, donc je sais pas. C'est vrai qu'il est tout sec. Moi je trouve qu'il a une tête rigolote, le bonhomme. Ah ouais, non, moi je trouve qu'il fait très tête à claque et du coup je sais pas, j'aime pas du tout ce perso déjà d'entrée, quoi. Donc je sais pas, c'est physique, quoi, avec la petite barbichette, tout ça, ouais. Non, il me plaît pas lui. Je sais pas pourquoi. Comme ça, ça s'explique pas. Mais j'ai aucun argument par contre, c'est juste il me plaît pas, quoi. Donc puis je sais pas, il a un regard un peu hautain, j'aime pas, quoi. Alors c'est peut-être le personnage qui veut, la manière dont il le joue, mais voilà. Il me plaît pas. Donc toi t'aimes bien par contre. Ouais, moi il me fait marrer. Et donc du coup on continue avec notre super droïde bourrin là. Alors on nous dit c'est un petit peu l'antithèse de C3PO, puisque du coup ça va pas être le droïde boulet, ça va être le droïde bourrin. Bah ça se voit d'ailleurs à son physique, plutôt le physique d'un Wookiee. Et on dit qu'en gros c'est un peu le mec qui en a rien à foutre et qui va rentrer dans le tas voilà, ça va être le bœuf de l'équipe en fait, quoi. Donc l'ouvreur de porte. Voilà, c'est ça exactement, quoi. Il est joué en fait par Alan Tudyk, d'accord. Donc je pensais juste pour la silhouette, je sais pas, à moins qu'il soit expressif, mais il a pas l'air d'être super expressif. Le doublage. Ah, le doublage de la voix. Ensuite, on continue donc avec un acteur là par contre que j'attends pas mal, c'est Mads Mikkelsen, qui joue donc le père de Jyn, qui s'appelle Galen Erso. Donc certains y voyaient le lien Galen avec Galen Marek, mais visiblement aucun lien. Donc c'est une sorte en gros de grand scientifique qui invente des armes, et donc on peut imaginer que peut-être il serait à l'origine de la construction de l'étoile de la mort, finalement. Faudrait qu'ils se mettent d'accord, parce que d'un film à l'autre ou d'un roman à l'autre, ils sont 40 000 à avoir conçu. Avec le nouvel UE, y a pas de problème là. Déjà que si, parce que déjà dans l'épisode 2 t'as les Géonosiens qui sortent les plans. Oui, mais les plans, on dit pas que c'est les Géonosiens qui les ont fait, c'est juste des relais parce que eux ils sont juste là pour produire les droïdes. Mais qui nous dit que Mads Mikkelsen, là, vu l'âge qu'il a dans le film,
il y a 20 ans, il pouvait très bien en avoir peut-être à peine 30 et être déjà un grand scientifique puis avoir construit les plans, quoi. Chapeauter les plans, tu vois. Et peut-être qu'à l'époque, justement, il a eu Jean en bébé, peut-être qu'on pourrait la voir, je sais pas, dans un roman, croiser l'époque de la guerre des clones, etc. Ouais, pourquoi pas. Bon, bah c'est bien. Après, j'aime beaucoup cet acteur. Ah, moi aussi. J'espère que là, ouais. Il a vraiment une gueule, lui. Hein, alors là, il a une gueule, il a un talent fou. Donc j'espère qu'ils vont pas tout foirer. Et par contre, du coup, le fait de son nom, Galen Erso, nous montre, alors à moins qu'il ait changé de nom entre temps, que ça ne peut pas être le Max von Sydow, puisque du coup, comme ils étaient de la même origine et qu'ils avaient le même accent quand ils parlent en anglais, on avait pensé que ça pouvait être le personnage joué par Max von Sydow dans l'épisode 7. Donc, du coup, c'est moins probable là. Ouais, j'y crois moyen à ça. Moi, j'y croyais beaucoup au début, puis progressivement là, voilà, c'est vrai que du coup, maintenant qu'on a les noms et tout, bon, à moins qu'ils aient changé, j'y crois moins. Et puis, on termine donc avec Ben Mendelsohn qui joue le directeur Krennic. Et donc, on nous dit donc du coup que c'est un personnage bon qu'il évite quand même Dark Vador, mais que finalement il est un petit peu en compétition avec lui quand même, hein, et que c'est un méchant qui est surtout intelligent finalement, et qui on imagine plutôt un bon stratège. Bah j'espère pour lui, parce que s'il se base sur le plan physique avec Vador, il va avoir un problème, hein, le bonhomme. Bah oui, de toute façon. Mais c'est le pendant de. Un petit peu comme Hux et puis Et Tron, pour moi on l'a tous vu quand il était dans son costume là dans la bande annonce, c'est le pendant. De Tron. Ouais, tout à fait. Alors. Voilà pour ce qui est des personnages, et puis après on a eu toute une... alors je vais pas les décrire une par une, hein, parce que du coup on retrouve, c'est pareil, on retrouve une photo de Jean Erso, du coup comme à la fin de la bande-annonce, mais elle est penchée, donc ça donne pas une grosse variante. Ce qui est surtout d'intéressant, c'est qu'on a vu les Death Troopers, et ces fameux Death Troopers, tout comme les Stormtroopers, on les voit... Ils sont nuls au tir. Dis-moi ? Ils sont nuls au tir, non ? C'est pas ça ? Alors ça, on le sait pas encore, puisqu'on les voit pas tirer. Mais par contre, on les voit dans la mer. Alors je sais pas si t'as vu les photos dans la mer, où ils débarquent en fait, justement sur cette plage paradisiaque. Qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était sympa, c'était marrant. Je trouvais ça top. Franchement. Après, ouais, c'est marrant. Après, faut voir exactement. Ça fait vraiment commando des opérations spéciales qui déboulent. Donc c'est sympa. Et surtout. Du coup de les voir dans ce nouveau décor, parce que on commençait à se dire bah merde, on a fait le décor dans la neige, on a fait le décor dans les bois, on a fait le décor dans le sable, et ben là c'est du sable, mais du coup comme le fait que t'es la mer, bah du coup ça change tout quoi. Ça fait et du coup ça fait un autre, puis le fait qu'ils aient de l'eau à mi-jambe, je trouve que ça donne esthétiquement j'ai trouvé ça mais superbe, vraiment d'un point de vue esthétique j'étais complètement sous le charme, vraiment gros coup de cœur visuel quoi. Enfin ça m'a fait penser, toi, en termes de coup de cœur visuel, un petit peu comme dans l'épisode 7 quand Rey elle descend avec sa luge sur le sable. Là on est dans ce genre de coup de cœur visuel, peut-être même au-delà quoi. Vraiment c'est superbe, c'est vraiment magnifique quoi. Enfin toi ça t'a pas plus bluffé que ça quoi? Oh non, pas bleu. Je préfère encore attendre de les voir en mouvement dans le. Ah oui, je pense que ça sera encore autre chose, mais j'ai trouvé ça top. Et pareil, il y a une photo puisqu'on est sur les troopers, d'un Death Troopers. Moi, j'étais contre ces Death Troopers parce que je me disais, encore une catégorie de soldats qui en plus on n'a pas vu dans la trilogie originale, c'est complètement con. Mais il y a une photo, tu sais, d'un Death Troopers qui se tient au-dessus d'une butte et derrière une explosion de feu. Putain, elle est, je trouve que ça lui donne un style fou, et cette photo, le personnage est vraiment mis en valeur quoi. Donc, celle-là oui, elle est plus impressionnante, elle est Je l'ai mis comme photo de profil du coup sur les réseaux sociaux. C'est tellement vraiment alors qu'avant j'étais avec la photo de Bloodline et là du coup hop. Et aussi une autre photo, je sais pas si t'as vu, tu vois justement les rebelles, donc on imagine la troupe qu'on va suivre de Rogue One, qui court justement sur la plage avec un hélicoptère qui filme sur le côté. Et là tu te dis qu'en termes, ça correspond à ce que Kathleen Kennedy dit, qu'en fait ça va être hyper réactif, hyper bougé, caméra à l'épaule, hyper action, et je pense que ça peut être sympa. J'espère juste qu'on va pas se mettre à vomir quoi. Ouais, des fois c'est un peu le danger effectivement, mais par contre ça va peut-être faire une rupture, parce que visiblement comme le film se terminerait genre 10 minutes avant l'épisode 4, quand tu vas te les mater à la suite, que tu vas te mater celui-là
plus le 4 derrière qui a beaucoup de plans fixes, ça va nous faire tout bizarre. Ouais, tu vas avoir l'impression que c'est mou quand même. Donc bon, après voilà, c'est deux identités différentes. Donc voilà pour ce qui était des Troopers. Bon, on a une photo encore une fois entière de notre K2SO, hein. Mais bon, ça voilà, on voit pas grand chose. On voit le Body Rock là, celui qui a la tête de Camaro là, on le voit rapidement. On voit même notre ami Gareth Edwards avec l'équipe, avec une caméra en haut où il parle à l'équipe. On a une photo, alors celle-là, elle était pas mal, elle a été reprise de Chirrut, donc l'aveugle, hein, qui a, je sais pas si t'as remarqué, donc dans le dos, il a une espèce d'arbalète, et à son bras, à gauche, il a un petit peu comme l'avant-bras, tu sais, qui tirait des fléchettes de... Moi, ça m'a fait penser à l'avant-bras de Boba Fett. Je sais pas si tu vois cette photo. Ah ouais, si. Il a récupéré un brassard. Voilà. Et donc du coup, tu retrouves des technologies d'un film à l'autre. Et je trouve ça pas mal. Après, on a une autre photo. Ils sont tous à genoux. Donc du coup, tu vois, en mode entre deux phases d'action. Et je l'ai trouvé assez sympa. Et puis on a même des scènes à l'intérieur, toi, où tu sens une bonne immersion. Et puis des scènes aussi à l'intérieur des vaisseaux, où il y a des échanges, etc., où ils parlent en groupe, et ça je trouve que voilà, tu sens vraiment l'immersion, quoi. Et puis la dernière que je voulais évoquer de photo, c'est un X-Wing qui est craché, mais celle-là on a déjà vu le X-Wing craché derrière Maz Malbus. Bon, par contre, alors on nous a aussi dit que justement les X-Wing qu'on verrait un peu de bataille spatiale, mais typiquement là les Rogue One, les photos qu'on nous montre, à moins d'une grosse surprise, ça s'oriente pas du tout dans l'espace là. Non, à moins qu'il nous cache une bonne partie du truc. À moins qu'il y ait une grosse surprise, voilà. Ouais. Après, s'il y a du combat, on a vu là, il y a pas longtemps, un studio spécial prise de vue à 360 degrés pour justement les combats spatials. Ouais. Donc, on verra pas forcément des photos de tournage ou de combat spatial avant la sortie du film. Ouais. Puisqu'il faut les réaliser, quoi. Et pour un peu, si ça se trouve, on n'en sait rien, mais les 4 semaines là qui vont se bloquer, enfin pas les 4 semaines, enfin le temps de tournage supplémentaire, pour un peu, ça se trouve, c'est peut-être ce genre de truc qu'ils vont faire, quoi. Ouais, pourquoi pas. Donc bon, moi, écoute, visuellement, je suis vraiment sous le charme, hein. Là vraiment, ma conclusion générale, ce serait ça, c'est que vraiment, je suis super impatient. Alors. Peut-être que du coup j'ai peur que ce soit un peu trop rythmé, un peu trop saccadé, peut-être que comme je disais qu'on aura envie de dégueuler, mais je pense que au ciné, je pense que ça va envoyer du lourd. Mais par contre, j'espère pour eux parce que ils jouent, je pense qu'ils jouent plus sur Rogue One que sur l'épisode 7. Si Rogue One est vraiment tout pourri, je pense que ça va péricliter. Ça va faire mal à Star Wars en général. Puis ils sont en train de donner le ton des films spin-off en plus. C'est-à-dire que si le premier spin-off est mauvais, les autres vont en pâtir beaucoup plus. Alors que le 8 et le 9, les gens ils iront quoi, pour voir au moins la fin, quoi. Et d'autant plus que si tu veux, t'as plein de mecs justement, t'as plein de haters du coup de l'épisode 7 qui vont se faire un plaisir de défoncer le truc, même s'il y a que des petits défauts qui vont en faire un oui c'est Disney, tout ça. Bon. Par contre, ce qu'on disait la dernière fois, même si visuellement c'est superbe, je trouve qu'on a perdu le côté noir et flippant qu'il y avait dans le teaser. Je sais pas si tu te rappelles, le tout premier teaser qu'on avait vu qui était... Oh bah là c'est des images avec traitement Photoshop, hein. Si ça se trouve ça n'aura pas du tout le même grain. Oui. Je m'inquiète pas trop là-dessus. Oui c'est vrai. Donc voilà, Sylvain, comment tu te sens toi après toutes ces annonces? Est-ce que t'es content déjà qu'on ait les annonces? Est-ce que du coup tu le sens bien? Oui, parce que je suis content parce qu'on en sait un peu plus. Après, je préfère ne pas trop. Faut pas qu'ils en balancent plus, quoi. Ouais, je préfère voir de mes yeux, comme on dit, le film quand il sera sorti. J'ai pas envie de m'exciter à mort sous peine d'être déçu, quoi. Alors par contre moi j'ai aussi une grosse déception dans les trucs qu'on nous a balancés, c'est que les fameux 2 aliens qu'on voyait dans la photo de groupe, ils n'y sont plus. Alors ce que j'ai un peu peur, c'est que du coup ça en fasse des persos secondaires plus quoi. Et qu'en gros les mecs on les voit 2 secondes dans un film et dans un plan secondaire, et qu'en fait on les voit pas du tout, et ça veut dire qu'en fait il y aura que des humains, et ça pour du Star Wars je trouve que c'est une énorme faute, quoi. Et ouais, si les persos sont peut-être sont sûrement entièrement digitaux, donc ouais, à moins qu'ils soient entièrement digitaux, mais mais pourquoi ne pas plus les valoriser? Parce que là
très franchement, je me rappelle en parce que regardant... là, c'est des photos de tournage. Donc t'imagines bien que c'est comme si tu demandais des photos de Groot ou de Raccoon sur le tournage des Gardiens de la Galaxie. Oui. T'en as pas, ils existent pas. Donc Ouais, mais pour l'épisode 1, tu vois, on avait les photos de Jar Jar quand même, quoi, tu vois. Et puis, il y avait un acteur dedans. Ouais, mais c'était une autre époque. C'était d'autres gens qui faisaient ça. Donc faut pas. Ouais, mais ou alors pourquoi est-ce qu'on voit pas plus, tu vois, parce que pour faire un Twi'lek, tu prends un mec, tu le peins, tu lui mets des lécules derrière la tête et puis c'est parti. Parce que si tu fais ça, ça va faire un rendu relativement pourri. Il y a pas, c'est quand même relativement compliqué de faire des personnages au ciné. Donc ils prennent au moins c'est bien, ils essayent de prendre leur temps pour que ça parte pas en sucette ou de tous les côtés. Moi perso, franchement, je te cache pas que là ça m'inquiète parce que si on voit que des humains dans la rébellion, bordel, c'est que vraiment ça a ni queue ni tête, quoi. C'était le gros défaut de l'épisode 4. Ils avaient commencé de le corriger avec le 6. Dans la prélogie, on a beau dire ce qu'on veut sur la prélogie, je sais pas si tu te rappelles, le Conseil Jedi était blindé d'aliens et là c'était cool. Là, c'est dans la prélogie où t'as le plus d'aliens de toute façon. Et là, on revient à quelque chose de pro-humain. Ça me gêne un peu, quoi. Moi, quand je vais dans Star Wars, c'est pour voir de la bestiole. Enfin bon. D'ailleurs, aucune pour l'instant idée de quelle sera la grosse bête du film, quoi. Peut-être qu'il n'y en aura pas ce coup-là. La grosse bête du film, c'est-à-dire le gros monstre. Dans le 7, t'as les Ractars, dans le 6, t'as le Rancor. Ouais, mais attends, pour ce que t'en vois, hein, faut pas. Donc voilà, quoi. Mais en tout cas, bon, voilà, pour l'instant, visuellement, moi, je continue d'y croire. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Sylvain ? Non, ça va, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Et bien voilà, donc on aura été efficace en 1 heure, nous aurons traité l'émission. Donc ceci conclut notre 122e édition de Star Wars en direct. A priori les prochaines émissions qu'on aimerait faire, on aimerait faire un collector, mais cette fois-ci un collector sur la littérature, donc avec Henri, éventuellement peut-être Loïc. Les prochaines Rebels pour l'instant on sait pas trop. Il y aura certainement une émission classique avec les news qui seront tombées à Anaheim, et puis on aura énormément d'émissions spéciales avec les gens de l'équipe qui seront à la Célébration Londres, à savoir Sébastien Galano, Raphaël Gonneau. Tu y vas, Sylvain, toi ? Non, du tout. Peut-être Henri. Donc en tout cas, on en profite pour remercier tous nos auditeurs, ceux qui nous postent des éléments sur Facebook. Ah oui, tiens, j'en profite également. JC Tandé qui nous a fait remarquer que je l'ai pas encore lu, dans Kanan tome 2. Un des vaisseaux qu'on voit, c'est un vaisseau qu'on retrouvait dans le jeu vidéo Jedi Outcast, je crois, où je crois que c'était un vaisseau de Kyle Katarn. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu, c'est ça, hein? Ouais, j'ai vu ça. Et donc du coup, c'était le même vaisseau qu'on envoyait. Donc là, c'était un ex. Hein. Bon, fallait vraiment le voir parce que moi, j'ai pas encore lu le tome, mais j'aurais sûrement pas capté. Donc voilà, merci. Donc du coup, n'hésitez pas à nous lever des lièvres, hein, comme ça, c'est intéressant. Donc vous pouvez d'ailleurs pour nous contacter, nous rejoindre sur Facebook, donc à Star Wars en direct, sur Twitter, sur notre chaîne YouTube et également sur notre site web. Je vous invite également à nous laisser un commentaire sur iTunes, puisque nos émissions on peut les trouver également sur iTunes. Il est aussi grandement apprécié donc de voir les auditeurs qui partagent nos articles sur Facebook, parce que du coup ça fait des relais de communication, ou qui retweetent nos tweets, etc. C'est vraiment le meilleur moyen de faire connaître Star Wars en direct. Donc n'hésitez pas à en parler à vos amis, à vos collègues. Et donc de la part de Sylvain et de moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.